3 millions d'habitants, la troisième mégalopole des États-Unis. La ville du blues, d'Al Capone et de Barack Obama. Il a commencé sa carrière ici comme travailleur social, puis enseigné le droit à l'université. Et c'est dans les rues de Chicago qu'il a fait ses premières armes en politique, avant d'être élu sénateur de l'Illinois, puis président des États-Unis. Les 3/4 des Chicagoans ont voté Obama en 2008. Un fief démocrate qui condense tous les défis qui attendent le pays. Couper dans les dépenses d'un budget en déficit, investir dans l'éducation et la santé et réduire l'effort militaire. Car les Américains sont en guerre depuis 11 ans. Ils s'en souviennent chaque année à l'occasion du Memorial Day. C'est l'ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, Rahm Emanuel, bras droit d'Obama, qui dirige la ville depuis 1 an et demi. Chicago, son maire et toute la communauté honorent les soldats tombés au combat, soudés autour de cette femme, Maudie Levin. Son fils est le dernier Marines natif de Chicago tombé en Afghanistan. C'était le 1er mars dernier. Il avait 24 ans. Ce matin, mon fils est un vrai héros aux yeux de toute l'Amérique, et surtout ici à Chicago. Son cœur battait pour Chicago. La ville de Chicago sera toujours avec vous, à chaque étape de votre chemin. À chaque fois que vous aurez besoin de réconfort, nous serons là. 167 soldats américains sont morts au combat en Afghanistan dans les 6 premiers mois de l'année. Mais pendant la même période, 260 personnes ont été tuées par balle à Chicago, un des taux de criminalité les plus élevés du pays. Cela se passe dans des quartiers où la population est à 90% afro-américaine, et pour ces morts-là, il n'y a pas de parade. 2300 fusillades en 2011, les 2/3 à moins de 10 km du quartier d'affaires et des zones touristiques, dans les secteurs sud de la ville, où Barack Obama était travailleur social. Le district le plus dangereux, c'est Englewood. Cette violence quotidienne qui gangrène la ville est la conséquence de la guerre sanglante que se livrent les gangs. Et cette violence est totalement oubliée des débats de l'élection présidentielle. District d'Englewood, 2 heures du matin. Une fusillade a éclaté au milieu du parking de ce supermarché. Un blessé grave et un mort. L'homme a été rattrapé par son agresseur dans cette ruelle. On ne sait pas ce qui s'est passé, on a juste entendu les coups de feu. Les voisins ont dit que c'était un deal de drogue qui avait mal tourné, ou une histoire de gang, ou un truc comme ça, mais on ne connaît pas le gars. Est-ce que ça arrive souvent dans le quartier ?
Tous les jours, mon gars. C'est Inglewood ici. C'est souvent pire que ça. C'est la routine, ça. Cette violence quotidienne est devenue la norme. Les habitants la subissent et doivent vivre avec. Durant le seul week-end du Memorial Day, à la fin du mois de mai, 11 personnes ont été tuées par balle à Chicago et 46 autres blessées. Un funérarium au cœur des quartiers sud. 2 familles pleurent leurs proches ce soir-là. L'un d'eux a été tué à la sortie d'une boîte de nuit. Il s'appelait Corey Manuel. C'était le 3e fils de Karine. Il faudrait nous garder de tous ces crimes. Corey avait 24 ans et 2 très jeunes enfants. On est détruits parce que ça n'aurait jamais dû arriver. Le patron du funérarium, Spencer Leak, est fatigué d'enterrer plusieurs victimes de mort par balle chaque semaine depuis plusieurs décennies. Ces jeunes gens pensent qu'ils ne vont pas vivre au-delà de 25-30 ans. Ils considèrent qu'on est déjà vieux à cet âge-là et ne se voient pas l'atteindre. Quand ils voient un des leurs, un jeune, dans un cercueil, ils se mettent à sa place. Ils se disent que ça va bientôt être leur tour. Ils se voient dans quelques semaines, quelques mois, allongés ainsi à leur tour. Selon les parents de Corey, leur fils a voulu protéger une jeune fille et a été victime d'un tir qui ne lui était pas destiné. Vous pouvez passer là par hasard et une balle qui ne vous était pas destinée finit par vous atteindre. Ces gars ne sont pas des tireurs expérimentés, ils sont juste là, dehors, à faire n'importe quoi. Ils sont en gang. Ah, ce sont des tirs au hasard. Parfois, ils exercent une revanche. Tout est prêt pour demain. Spencer Leak connaît le quartier et sa violence mieux que personne. Ancien chauffeur de Martin Luther King, militant pour les droits civiques, il a aussi été magistrat. Aujourd'hui, déçu par Obama, il se sent bien seul. Je me désole de n'avoir pas entendu un mot de la Maison-Blanche à propos de ce qui se passe à Chicago. J'attendais du président qu'il s'occupe de Chicago, car c'est sa ville, et qu'il dise « Voilà ce que je veux faire à Chicago, parce que c'est ma ville, et que ce soit un exemple pour la nation. » J'aurais voulu l'entendre dire cela, venir ici, et pas pour assister à des dîners de financement pour sa campagne, mais pour arpenter les rues de Inglewood et de Woodland. Ce soir-là, justement, le président est en ville. Il vient assister à 2 dîners de levée de fonds pour sa campagne. Le ticket d'entrée est à $1000 minimum. Son équipe prévoyait de récupérer là 4 millions de dollars. Pauvres ou riches, les Chicagoans continuent de soutenir Barack Obama. Le président des États-Unis, notre ami, le président Obama. Le président candidat est reçu chaleureusement par le maire Rahm Emanuel, un fidèle parmi les fidèles. Si vous continuez à croire en moi, si vous êtes prêts à aller frapper aux portes et à passer des coups de fil et à sortir dans la rue, nous n'allons pas juste gagner une élection. Notre pays va continuer sur le chemin de la gloire. Cette fois non plus, pas un mot sur la violence qui mine la ville. Pourtant, le nombre d'homicides à Chicago a augmenté de 40% pendant les 6 premiers mois de 2012. Le lendemain, on célèbre la messe d'enterrement de Corey Manuel dans le South Side. Sa famille au complet et ses amis du quartier de Pocket Town sont là. Les gangsters aussi sont venus. Corey avait des antécédents criminels. Suspecté de meurtre, il avait fait 3 ans de prison préventive avant d'entamer sa rédemption en se tournant vers la religion. Comme son oncle Gérald, le pasteur. Lui a fait 5 ans et demi pour trafic de drogue et est sorti en 2000.
Lorsqu'il est sorti de prison, Corey m'a dit, mon oncle, j'étais en prison et je prêchais auprès de ces gens. Et je leur parlais de la bonté de Jésus pour toi. Mon neveu venait de changer. Corey l'a fait. Vous tous, vous avez à le faire aussi. Croyez-moi, je suis passé par là moi aussi. Je suis fatigué d'enterrer les gens. Toute cette violence armée, un tel fait ça et un autre riposte. Croyez-moi, cette fois il faut réagir. Et au nom de l'amour que vous portez à Corey, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Tout à coup, en plein milieu du sermon, une simple dispute entre deux femmes manque de dégénérer. Asseyez-vous. Retournez à vos places. Messieurs les officiers, nous contrôlons la situation. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. C'est une célébration. Le diable est un menteur. On ne va pas continuer tant que cette pagaille ne sera pas finie. L'intervention de la police a été évitée de peu, en pleine messe. Corey Manuel était membre des Pocket Town Gangsters. Ici, en gris, c'était lui qui produisait les clips de la bande. Selon les enquêteurs, le tir qui l'a tué n'était pas accidentel. Corey s'était rangé, mais son passé l'a rattrapé. Et il aurait été exécuté parce qu'il se trouvait sur le territoire du gang adverse, les Harvey World. Et ce sont ses frères et les Pocket Town Gangsters, les membres de son gang, qui portent en terre le cercueil de leur ami, sous la surveillance de la police. Ouais, ça pourrait toujours être évité, mais les gens disent ce qu'ils disent, et quand ça doit arriver, ça arrive. Voilà, c'est comme ça. Cette guerre sans fin qui ensanglante Chicago provoque aussi beaucoup de victimes innocentes. Les tueurs sont rarement arrêtés, et les meurtres restent impunis. Au cœur de la zone la plus dangereuse d'Englewood, dans cette petite maison de briques, une grand-mère, Tonya Birch, et sa petite-fille. Entre elles, un absent, le fils, Deontay. Il a été tué dans une fusillade pendant une fête de quartier. Et depuis 3 ans, l'enquête est au point mort. La plupart des gens disent que le gars qui a organisé la fête doit forcément savoir qui est le responsable. Mais lui dit que non. Je pense qu'il sait qui c'est. Sans l'aide de la police, Tonya continue à rechercher des témoignages. C'est une simple dispute liée à la jalousie entre 2 adolescentes qui a déclenché la fusillade. Le fils de Tonya a été tué d'une balle perdue en pleine rue, devant 200 personnes. Cela s'est passé ici, au coin de ces 2 rues, le 1er août 2009. Il avait 19 ans. De tous les gens qui étaient là, personne n'aurait rien vu. Les gens qui étaient devant chez eux n'ont soi-disant rien vu. Mais tout le quartier était dehors. Tous les 15 jours, avec son neveu, Tonya arpente les rues, distribuant des tracts, offrant une récompense et l'anonymat à toute personne qui fournirait des informations sur le meurtrier. 10 000 $, c'est pas rien. Quelqu'un doit parler. Rappelez-moi, 10 000 $, cela peut vraiment aider. On ne peut pas dire qu'il y avait 200 personnes et qu'aucune d'entre elles ne connaissait ce gars. C'est sa fille, là. Il était à la fête. Il connaît le gars qui a tiré. Mais il ne dira rien. On m'a dit que le gars devait habiter dans la 57e rue. C'est tout ce qu'on m'a dit. Il faut continuer, sinon ça va être comme tout le reste dans le quartier. Elle a perdu son frère dans une fusillade. Elle comprend ce que nous traversons. On ne dit rien, on ne balance pas. Des amis de la victime peuvent savoir qui c'est, mais ils ont peur de la vengeance de la rue. Des copains du tueur peuvent savoir, mais ils ne vont pas dénoncer leur ami. Et au milieu, il y a les habitants qui ne disent rien. Ils ont peur car ils vivent ici. Tout cela, c'est comme un code, une loi non écrite, la loi du silence. La peur de ces gangs qui sont partout, mais invisibles. Pour briser cette loi du silence, Tonya est de moins en moins seule. Des églises, comme la paroisse catholique de San Sabina, partagent son combat.
On a commencé avec quelques photos et ça devient progressivement de plus en plus grand. Ces mères qui ont perdu leurs enfants dans les rues de Chicago se mobilisent pour donner un visage aux victimes. Car le bilan du deuxième week-end de juin a lui aussi été terrible. Jonathan Dawkins, 22 ans. Shondell Adams, 21 ans. Et Dante Carls, 21 ans. Tous tués par balle. Des enfants. Vous voyez ces enfants-là? Ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre. Curé blanc dans une paroisse à 90% noire, le père Michael Pfleger a lui aussi perdu un de ses fils adoptifs dans la rue. Il met son talent d'activiste au service des mères de victimes comme Tonya pour lutter contre l'indifférence et l'impunité. On s'est habillé comme cela aujourd'hui car nous voulons représenter les 9 personnes qui ont été tuées ce week-end. C'est une épidémie, un génocide qui se déroule aux États-Unis et à Chicago. Il y a 1 millier de policiers en plus dans les rues et le crime a augmenté de plus de 50%. La police ne peut pas régler cela seule. Sur 1100 fusillades entre janvier et juillet, la police a dû suspendre ses investigations dans près de 80% des cas, car les victimes refusaient de coopérer. La ville ne peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe dans ses quartiers sud. Face à l'hécatombe, en cette période de campagne électorale, les autorités multiplient les conférences de presse pour rassurer. Ce jour-là, après un week-end meurtrier, encore un, l'état-major de la police et les responsables des écoles et des lycées sont au grand complet autour du maire pour présenter une nouvelle stratégie de lutte contre les gangs. On ne peut pas se sentir tranquille parce que c'est arrivé dans un autre quartier, dans un autre bloc. C'est arrivé dans votre ville. Quand un enfant est touché ou tué, cela nous menace tous. Cela menace notre identité. C'est un problème qui touche plus que la police et la ville, dont je prends la responsabilité. Mais je crois qu'avec nos forces combinées, coordonnées, tous ensemble, nous sommes plus forts que les gangs. C'est donc bien d'une guerre qu'il s'agit. Le superintendant Gary McCarthy a redéployé ses policiers, mais les moyens lui sont comptés. Il mise sur la technologie et le renseignement. On a identifié 59 gangs et plus de 600 factions. C'est important de réaliser que des factions du même groupe peuvent être en conflit entre elles. Même s'ils sont du même groupe, ils peuvent se battre entre eux pour le contrôle de leur propre gang. Là, l'officier vous a sélectionné le 2e district, où il y a 26 factions différentes. Vous pouvez y lire les noms des gangs. Les Vice Lords, les Black Pistons et surtout les Gangsters Disciples. Celui qui les connaît le mieux, c'est le commandant Leo Schmitz. Ancien patron de la brigade anti-gang, il est à la tête du district policier d'Englewood, la zone la plus meurtrière. Sa mission, avec le sergent Boyle, n'est pas simple. Lutter contre des gangs qui font partie intégrante de la structure sociale, de l'ADN du quartier. Ok, vous êtes maintenant dans une des zones les plus difficiles de notre district. Un des spots les plus actifs en ce qui concerne les fusillades. Là, c'est un bloc où on a eu beaucoup de problèmes et dont on a repris le contrôle. 700, on est juste au coin. Voiture 700. Description à nouveau, s'il vous plaît. Cette fois, c'est un cambrioleur qu'il recherche dans ces maisons abandonnées. C'est fermé. L'homme semble s'être évanoui dans ce bloc, où près de 40% des maisons sont vides. 4000 au total, rien que dans ce quartier. Il ferme à clé parce qu'ils y cachent des armes. Essaye l'autre là. Ce sont les stigmates de la crise immobilière de 2008.
Ces maisons vides, saisies ou abandonnées posent beaucoup de problèmes dans un quartier comme celui-là. Les gens ont perdu leur maison et pour beaucoup, c'était leur premier achat. Ils avaient juste assez pour acheter la maison. Et du coup, s'ils perdent leur travail, ils se retrouvent fauchés et ils partent. Et les gangs les remplacent. Ces maisons servent alors de planque pour le trafic de drogue. Principale source de revenus des gangs qui fonctionnent sur un mode territorial. On a plus de 100 000 membres de gangs dans toute la ville de Chicago. GDN, Gangster Disciple Nation. Gangster Disciple, c'est le plus gros gang dans la ville de Chicago. Ces gangs sont divisés en factions qui contrôlent quelques blocs chacun, mais ce sont des petits gangs, alors qu'avant, ils étaient tous structurés ensemble. La police a enquêté et arrêté tous les chefs de ces gangs. Mais depuis les années 90, sans hiérarchie, les conflits entre factions se sont multipliés et la violence est devenue incontrôlable. Où sont les membres des gangs? Trouvez-les. Qui sont-ils? Dites-nous. Ils sont là. Vous pouvez les voir là. Un gang donné contrôle un quartier donné. Donc forcément, si vous habitez dans le quartier, vous êtes exposé à ce gang. Vous pouvez intégrer le gang, et même si vous n'êtes pas pris dedans, ils savent qui vous êtes. Et finalement, vous allez travailler pour eux. L'objectif de la police, c'est d'identifier les membres des factions pour casser le cycle de représailles avant qu'il ne s'enclenche. Car un conflit peut parfois surgir d'une simple bagarre, comme celle qui a eu lieu à ce croisement. C'était des membres de gang ou des lycéens? Il y avait des Gangster Disciples et puis des apprentis. Ce sont des lycéens affiliés à différentes bandes. En grandissant ici, on peut comprendre la logique pour laquelle ils adhèrent au gang. Si vous êtes membre d'un groupe, vous êtes accepté par ce groupe. Vous avez la protection du groupe. Vous savez, cette bagarre, c'est peut-être une jeune fille qui s'est simplement fait voler son téléphone portable. Et cela peut dégénérer, quelqu'un va être battu à cause de cela cette nuit, quelqu'un va se faire tirer dessus d'ici 2 jours, et les représailles peuvent durer tout l'été. Dans ces quartiers, il faut donc vivre avec les gangs. Et aujourd'hui, dans les rues de Chicago, lorsqu'il y a un problème de sécurité, les habitants ne font plus forcément appel à la police. L'organisation Ceasefire, cessez-le-feu, salarie des médiateurs qui interviennent en cas de conflit. Ils viennent de tirer d'un mauvais pas cette jeune femme et son amie, agressés par les membres d'un gang pour avoir répondu à une provocation. J'étais plus inquiète pour les enfants. Si on avait été tous les deux, tout simplement, c'était pas grave. Le problème, c'est qu'ils m'ont sauté dessus au supermarché. Voilà le problème. Après, ils ont tenté de se venger parce qu'on ne s'est pas laissé faire. Quelle représailles? Un mouvement de gang. Ils ont entouré ma maison. Là, ils sont juste derrière, devant le parc. Ils ont cerné ma voiture. Je ne peux plus aller au supermarché parce qu'ils sont en groupe autour. Pourquoi avez-vous appelé Ceasefire? Juste au cas où ils me tirent dessus, parce que j'ai 2 enfants. La méthode des médiateurs est simple. Le dialogue, la connaissance du terrain et des règles de la rue.